Allez, super. Ça y est, on est en live. Donc, comme d'habitude, on vous laisse quelques secondes pour atterrir sur la plateforme avant de commencer ce live. Donc, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat. Et... Bonjour de Petite Camargue. Allez, super. Eh ben, je vous propose du coup de commencer ce troisième et dernier atelier trajectoire tourisme de notre série intitulée Communiquer sur le web en 2021. À travers ces tables rondes, l'objectif, c'est de vous faire découvrir et de vous dévoiler les coulisses et les secrets de ces structures touristiques de taille moyenne ou plus grande qui animent avec brio leurs réseaux sociaux, leurs newsletters et font appel à des influenceurs. Donc, profitez vraiment de ce live pour vous inspirer directement du témoignage de ces professionnels qui animent la communication. Et notez bien tous les conseils pratiques qui vous aideront à vous démarquer sur la toile. Donc, comme je vous le disais, hein, c'est le troisième atelier de cette série. Donc, si vous découvrez ce live pour la première fois, cet atelier, donc juste avant, on avait parlé de newsletter et le premier atelier parlait des réseaux sociaux. Donc, sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité de ces replays sur notre site internet trajectoire-tourisme.com. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très en vogue dans la communication touristique, ce sont les influenceurs. Et pour en parler, j'ai invité autour de la table deux personnes qui font appel régulièrement à des influenceurs pour leur structure et qui ont des stratégies d'influence assez différentes. Donc, à ma gauche, j'ai Nicolas Ravel, qui est responsable du vignoble à la Cave de Thym et en charge aussi de l'animation des réseaux sociaux pour la Cave de Thym. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Et à ma droite, Maxime Parot, qui est chargé de la com digitale et influence à Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Bonjour Maxime. Et bonjour à tous également. Donc, le hasard peut-être fait bien les choses. On avait commencé cette série avec un duo 100% féminin. On termine par un duo 100% masculin. Comme quoi, la communication, ce n'est pas qu'une affaire de femmes. Même si on a beaucoup de femmes dans les participants. Avant de me lancer vraiment dans cette table ronde, je vous rappelle quelques conseils par rapport à l'utilisation de la plateforme Livestorm. Sachez que vous pouvez poser des questions pendant ce live à nos invités. Donc pour cela, il faut utiliser uniquement l'onglet questions. Vous pouvez aussi liker des questions d'autres internautes. Ça nous aidera aussi à les traiter plus facilement. Si vous rencontrez des problèmes techniques de son, de visio, n'hésitez pas à vous reconnecter avec le même lien que vous avez reçu par mail et à utiliser le navigateur Chrome. Et enfin, je vous invite à désactiver dès maintenant le son des notifications avec la petite cloche que vous trouvez en bas à droite de votre écran normalement. Voilà, il me semble que j'ai tout dit. Alors, avant de lancer vraiment les questions directement à nos invités, je voulais revenir un petit peu sur le phénomène des influenceurs, puisque c'est vraiment des acteurs devenus incontournables dans le secteur du tourisme. Et je commence avec une première question à tous les deux. Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un tel engouement qu'est-ce qui explique ce succès en fait, des influenceurs dans le secteur du tourisme? Je vous remets en grand écran. Alors, Maxime, comme tu veux, tu commences. Vas-y, commence Allez, si tu veux, à l'honneur. Le domaine du vin, moi, c'est un peu particulier. Donc, quand je dis moi, c'est pour nous la Cave de Thym.
Il y a beaucoup d'infos et les gens sont extrêmement demandeurs pour avoir des retours, pour avoir des commentaires, pour avoir plein de choses. Et donc en fait, ils cherchent de l'info et d'aller regarder un peu les influenceurs, savoir ce que les uns et les autres pensent. Ça amène de l'info. Donc il y a beaucoup d'infos qui circulent. Mais au moins les gens peuvent se renseigner avant d'acheter, alors que ça soit une bouteille pour tous les jours, j'allais dire, ou même une bonne bouteille qu'on va ouvrir dans une grande occasion qui coûte un petit peu plus cher. Donc voilà, donc c'est juste une demande d'information où les gens, euh, en se fixant sur une personne dont ils ont confiance, où ils voient un petit peu les posts, les stories qui circulent, ils savent qu'au niveau des goûts, c'est à peu près leur goût aussi, que c'est assez proche, et donc ils prennent une référence comme ça. Et Maxime, du coup, Ouais, ta vision je pense que depuis maintenant quelques années, en fait, l'influence est la conséquence en fait de la multiplication et de l'explosion des médias sociaux où aujourd'hui tout le monde dans son cercle d'amis, qui soit restreint ou dans des grosses communautés, en fait, a un pouvoir d'influence, même au sein de sa famille, de ses amis, mais aussi au sein après de ses followers quand on a beaucoup de monde qui nous suivent. Et en fait, tout simplement de partager aujourd'hui beaucoup d'infos que tout à chacun fait sur ses réseaux, ça a créé ce sentiment de recommandation et d'influence au final quand on a beaucoup de monde. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi par rapport à Nicolas, mais typiquement, je connais une application, la Vivino, là, sur le vin, où certaines personnes peuvent recommander ce qu'ils ont consommé, etc. Et typiquement, là, c'est vraiment de l'influence en tant que telle. C'est pas forcément des gens qui ont des communautés énormes, mais c'est des gens qui, sur une niche, ont vraiment du monde et sont pertinents sur leur sujet. Et c'est là où on commence à être dans l'influence et où une personne lambda va commencer à faire confiance à ce type de personnes qui vont les conseiller sur du vin ou effectivement sur des voyages, des offres touristiques ou autres. Alors, sachant que là, je te rejoins, tu as parfaitement raison. Les premiers vraiment influenceurs, parce qu'influenceur, tu peux mettre un peu tout et n'importe quoi derrière. C'est pas quelqu'un qui va avoir 10 000, 50 000, 100 000 abonnés, forcément. L'influenceur, c'est celui qui va interagir avec les comptes que vous, toutes et tous, vous allez animer. Et ça peut même être le premier influenceur, c'est par exemple les salariés, si dans les entreprises, il y a des salariés, parce qu'ils vont porter le message de l'entreprise, ils connaissent parfaitement les produits. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et en fait, l'influenceur, c'est pas juste quelqu'un qu'on va choisir parce qu'il a un nombre d'abonnés, c'est au final la vie de tous les jours des comptes que vous avez pu créer. Tout à fait. Alors, tout à l'heure, on reviendra plus spécifiquement et plus en détail sur une de vos actions réalisées avec des influenceurs. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais qu'on s'intéresse aussi à votre parcours. Je me tourne du coup vers toi, Maxime. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, en quelques mots, un peu ton métier à Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme ? Oui, du coup, je m'appelle Maxime Parot. Je suis arrivé au Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme à l'été 2015. Du coup, c'était encore côté Auvergne, parce que du coup, on a fusionné en 2017 Auvergne et Rhône-Alpes pour devenir Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Donc, j'étais au début côté Auvergne sur la partie web marketing. Donc, ça allait du SEO, SEA jusqu'aux gestion des réseaux sociaux et des campagnes associées. Et petit à petit, en fait, on a vu au sein d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, on a pris un virage, ça fait déjà quelques années, avec de nombreuses actions qu'on faisait qui étaient un peu vieillissantes. On a pris un gros virage sur le social media et tout ce qui est tourné autour de ces réseaux, donc que ce soit sur nos comptes Facebook, Twitter, Instagram. On n'a pas de compte sur Snapchat, mais on fait beaucoup de choses sur Snapchat également. On va investir prochainement TikTok. Et du coup, on a aussi, à la suite de ce virage à 360 sur social media, depuis 2-3 ans, vraiment pris en compte le domaine de l'influence et imaginer des opérations de diverses tailles, sur diverses thématiques, de plus en plus importantes qu'on aura le temps de parler plus tard. Et avant Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, j'ai fait plusieurs années dans diverses agences web. Okay. Voilà un petit peu mon parcours.
D'accord. Et du coup, tu parlais que vous étiez présent sur plusieurs réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous dire rapidement la taille de vos communautés sur Facebook, Instagram, Ouais, alors Twitter? on a un compte à chaque fois qui s'appelle Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, qui est le compte principal, et on a également un compte Auvergne Tourisme qui persiste pour la partie Auvergne. Donc sur Facebook, c'est à peu près 800 000 sur Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, 450 000 sur Auvergne Tourisme. Sur Instagram, on est sur 150 000 environ sur Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et autour de 80 000 sur Auvergne Tourisme. On a des comptes Twitter qui sont un petit peu moins importants et on a également des comptes sur YouTube et une web TV pour héberger tout ce qui est vidéo. Ok, donc des grosses communautés. Oui, on commence à avoir des communautés très importantes. Oui. Ok, je me tourne vers toi, Nicolas. Du coup, pareil, même question. Donc, je le disais en introduction, tu as vraiment une double casquette liée effectivement à la cave de thym et le côté communication. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en quoi cela consiste? Alors, c'est tout à fait ça. En fait, à l'origine, moi, je travaille au niveau du vignoble, donc je conseille les vignerons sur la conduite des vignes pour faire que la campagne viticole se passe au mieux et que les vendanges soient les meilleures possibles. Et en fait, il y a 4-5 ans à peu près, donc il y avait une agence qui s'occupait des comptes sur les réseaux sociaux. Donc il y avait à l'époque uniquement Twitter et Facebook. Et par rapport aux posts qui étaient publiés, alors c'était toujours un petit peu en décalage avec ce qui se passait dans la réalité, tant au niveau du vignoble que de la vie de la cave, des vins et tout ça. Donc, on a décidé d'éliminer une étape en fait, c'est-à-dire on a mis en place un fonctionnement et c'est le vignoble qui a repris directement la gestion des réseaux sociaux, ce qui fait que comme on est dans le vignoble, on pouvait poster en temps réel avec des images de vignes, de raisins, de vignerons, des vinifications, enfin toute la vie de la cave tout au long de l'année. Et donc ça fait 4-5 ans que c'est en place comme ça. Donc on est 2 personnes où on n'est pas attitré réellement, comme on l'appelle d'habitude, community manager, mais on alimente chacun avec nos spécificités les différents comptes de la cave de thym. Donc maintenant, on a un peu agrandi, donc il y a toujours Facebook, Twitter, même si Twitter perd un peu de vitesse. On est sur Instagram, on est sur LinkedIn et la chaîne YouTube commence à peine. Donc voilà. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire voir la vie de la cave et de ses vignerons, du vignoble, des vignes, des initiations à la dégustation. Enfin, il y a plein de choses. Comme chaque millésime est différent, nous c'est assez facile entre guillemets puisque les infos sont à chaque fois différentes, même d'une année sur l'autre. Donc après, en termes de communauté, on est taille un tout petit peu plus petite, c'est-à-dire que tout cumulé, on dépasse à peine les 15 000. Alors ça vient du fait aussi qu'il n'y a pas forcément de personnes attitrées. Donc grosso modo, pour un ordre d'idée, on est sur 8 000 abonnés sur Facebook, on doit être sur 3 500 maintenant sur Insta, 2 500 sur LinkedIn et YouTube commence à peine, donc c'est insignifiant. Et après, il y a beaucoup d'initiatives aussi et une vraie patte aussi. On sent à travers vos réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et à suivre les comptes du coup de la Cave de Thym et d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. C'est aussi un moyen de faire de la veille pour vous. Du coup, je reviens vers toi, Maxime, par rapport à du coup vraiment le cœur du sujet de cette table ronde. Quelle est la part, en fait, comment se positionnent toutes les actions faites avec les influenceurs par rapport à la communication, la stratégie de communication digitale d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme? Alors, du coup, comme je disais tout à l'heure, en fait, après ce virage en fait qu'on a pris total social media, petit à petit, on est parti du constat en fait que sur certaines prises de parole, alors pas forcément toutes et sur tous les types de thématiques et de campagnes, mais en fait, c'est en pensant à la cible notamment des jeunes, où il était plus compliqué pour nous, en tant qu'émetteurs Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, de communiquer un message sur la cible jeune. Alors, on a fait des tests, que ce soit sur Facebook, Instagram ou autre, pour comparer les résultats, etc.
Et on est parti de ce constat qu'il était plus simple de trouver des influenceurs qui allaient diffuser ce message pour nous, euh, donc des jeunes principalement, qui parleront beaucoup mieux que nous à cette cible et qui auront plus de poids pour adresser un message à une cible qui leur ressemble que l'organisme, entre guillemets, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, qui va diffuser un message qui peut, même si on essaye au maximum d'adapter tous nos messages, mais qui peut être, de par le nom de marque, un peu institutionnel, et du coup effrayer un petit peu cette cible. Donc c'est parti un peu de ce constat. Et ensuite, en testant, etc., on a vu que on pouvait aussi le faire sur d'autres thématiques, donc notamment sur les principales thématiques qu'on aborde, nous, côté influence, ça va être la thématique montagne, parce que sur Génération Montagne, on parle aux jeunes, des thématiques liées au domaine outdoor, et également tout ce qui tourne autour du bien-être thermal. C'est des actions qu'on a pu créer sur les années dernières. Donc en fait, c'est parti du constat où les influenceurs peuvent diffuser un message mieux que nous, globalement, sur une thématique particulière. Et du coup, je vous expliquerai tout à l'heure sur la partie bien-être thermal, on a, on a un partenariat influence annuel avec un couple de blogueurs qui fonctionne très bien. Et tout à l'heure, je mettrai en avant cette partie. Bah, je te propose même d'ailleurs de commencer, et on Super. reviendra après vers toi, Nicolas, du coup, tu expliquerais vraiment aussi la stratégie d'influence de la cave de thym. Et je lisais aussi effectivement un bilan que vous avez rendu public sur le site pro de Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme sur les bilans influence 2020. Et effectivement, il y a beaucoup d'actions qui ont été menées avec beaucoup de retombées aussi en termes de visibilité. Ouais. Alors après, c'est ce Nicolas a commencé à en parler tout à l'heure, entre l'importance d'avoir des grosses communautés ou des communautés un peu plus petites, mais qui parlent un peu plus, qui sont plus de niche. Nous, on n'a pas tout le temps les mêmes objectifs dans l'influence qu'on fait. Effectivement, et des fois, c'est des opérations où les chiffres sont très impressionnants, mais typiquement, on est sur la thématique montagne, ou sur Génération Montagne, l'objectif, c'est de contribuer au renouvellement générationnel sur la pratique de la montagne, autant l'hiver que l'été. Et là, on n'est pas sur un one-shot, on est vraiment sur un changement des mentalités sur plusieurs années pour consommer la montagne. Donc là, en fait, on est sur des grosses opérations avec des énormes influenceurs pour parler au maximum de jeunes et pour créer une petite musique au fur et à mesure des années pour faire changer les mentalités, etc. Donc là, on est plus effectivement sur une partie macro. Et après, on a d'autres opérations qui sont, comme les bêches de beurre, un peu plus spécifiques, qui s'adressent vraiment à une niche particulière, avec une offre aussi derrière qui correspond à la cible qu'on veut toucher. Bah, je te propose de présenter en détail plus comment s'est passée cette action. Alors, je te mets la petite slide en premier. Du coup, comment ça s'est passé en fait pour rechercher ces influenceurs? Quel était aussi l'objectif de cette action? Alors déjà, d'un point de vue général, pour rechercher les influenceurs, comme tu le dis, au début, on s'est un peu heurté aussi au fait on voulait travailler avec des influenceurs, mais outre le fait d'aller sur les blogs et de les repérer, etc., c'est pas forcément facile de trouver le bon influenceur qui va correspondre à notre cible, etc., juste en allant sur leur blog. Il y a une partie aussi humaine, je pense, qui est importante d'échanger avec eux pour comprendre ce que eux aussi ils veulent aller en fait en termes d'éditorial sur leur blog. Et du coup, depuis 2016, on est allé 3 fois au Salon des blogueurs de voyage, qui a lieu dans une ville différente tous les ans. Ça nous a permis de rencontrer beaucoup de blogueurs de l'univers du voyage et d'échanger avec eux en face à face aussi, pour déjà se faire une idée en fonction de la présélection que nous, on pouvait avoir faite, et un petit peu d'échanger avec eux sur comment eux voyaient en termes d'éditorial le voyage, quelles étaient leurs aspirations, leurs envies, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait depuis plusieurs années et qui nous a permis d'avoir
des petits listings de blogueurs qui nous intéressaient sur diverses thématiques. Du coup, typiquement, les Belges Jobbers, je les ai rencontrés là-bas en 2015. C'était un salon des blogueurs qui avait lieu à Bruxelles. Du coup, ça fait plusieurs années que moi, j'étais intéressé par leur blog et leur potentiel. Et après les avoir rencontrés plusieurs fois également sur Lyon, on avait besoin d'un couple de blogueurs pour promouvoir toute la partie qui était liée au bien-être thermal chez nous. Donc, en fait, ce qui n'est pas facile, c'est que pour promouvoir cette thématique bien-être thermal, il fallait qu'on ait des blogueurs qui ne soient pas effrayés par le domaine thermal, parce que du coup, on n'est pas que sur des spas, etc. En fait, là, dans cette thématique, on a aussi des cures à mettre en avant, des espaces thermales qui sont, d'un point de vue photo, pas toujours faciles aussi à photographier, à promouvoir, etc. Donc, il fallait qu'on trouve des blogueurs qui comprennent bien le sujet et qui soient aptes à valider notre sujet et pas, une fois sur place, pas vouloir promouvoir réellement ce qu'on voulait mettre en avant. Donc après avoir échangé avec eux, on s'est mis d'accord sur un accueil. Et avant de valider, on a eu un échange en interne sur le fait que sur cette thématique du bien-être thermal, on manquait, nous aussi, de ressources en termes de photos pour illustrer cette thématique, pour pouvoir ensuite la promouvoir également sur nos outils. Donc en fait, on est revenu vers eux et du coup, au-delà de faire un one-shot avec eux, on a choisi pour les Belges Jobbers et le bien-être thermal de s'associer sur un partenariat annuel. Donc en fait, on a signé avec eux pour pouvoir promouvoir le bien-être thermal avec une catégorie dédiée sur leur site et avec plusieurs escapades. Du coup, on est totalement rentré dans leur univers où on les appelait les escapades bien-être d'Elisa et Max. C'est le nom des deux blogueurs. Et du coup, l'idée, c'est de les faire revenir de saison en saison en leur proposant un programme dédié autour du bien-être thermal. Donc, ils sont allés le premier accueil à Aix-les-Bains sur la partie printemps. Ils sont allés l'hiver à Saint-Gervais-Mont-Blanc et ils sont venus en Auvergne à l'automne dernier au Mont-d'Or. Et du coup, il y a déjà un 4e accueil qui est prévu prochainement pour pouvoir, de saison en saison, en fait, mettre en avant le bien-être thermal. Et du coup, on était parti sur un partenariat de 4 et qui va être reconduit prochainement pour pouvoir, vu que ça a très bien fonctionné, aller un petit peu plus loin. Je ne sais pas si je peux passer la slide suivante. Tu peux, oui, effectivement, pour montrer peut-être concrètement le genre de publication. Ouais, c'est ça. Et du coup, avec eux, donc déjà, nous, c'était important que humainement, ça se passe très bien avec eux. Donc, après les avoir rencontrés plusieurs fois, en fait, on était totalement alignés en fait sur aussi le ton qu'on voulait donner à leur publication, aux photos qu'ils allaient faire, mais aussi de comment ils allaient raconter sur leur blog en fait leur escapade en Auvergne-Rhône-Alpes sur cette thématique. Du coup, après être tombé d'accord, du coup, on a signé sur le fait qu'ils allaient alors en live en fait le jour où ils étaient présents sur le territoire, partager des stories sur leur compte Instagram, donc en valorisant nous notre compte Instagram également. Et après en fait, après tout ce qui était en live en fait était valorisé en story. Et c'est après leur séjour que toutes les publications photos étaient publiées sur leur compte Instagram, également sur leur compte Facebook. Et après, on a validé avec eux le fait de réaliser un article qui était publié sur leur blog. En mettant en avant, on leur a fait un petit fichier pour bien mettre en avant, nous aussi également, toutes les adresses dans lesquelles ils étaient allés. Et en fait, ces petits articles qui sont présents sur leur blog, ils se constituent un petit peu comme un roadbook où il y a tous les points stratégiques dans lesquels ils sont allés, autant en termes de soins liés au bien-être thermal, mais aussi en termes d'activité, évasion, outdoor, etc., pour les mettre en avant. Et le point, on va dire, en plus qui a été négocié avec eux, c'est que sur la sélection de photos que eux allaient prendre tout au long du séjour, nous, on avait une visibilité sur ces photos et la possibilité de sélectionner une dizaine de photos à chaque fois pour pouvoir, nous, avoir les droits, ensuite les intégrer à notre photothèque. Et on a vu que dès les 2 premiers accueils, sur de nombreuses communications aujourd'hui au Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, c'est les photos
de Maxime Coquard, donc Max de Elisa et Max, qui sont utilisés sur de nombreux de nos dépliants, bien entendu liés au bien-être, mais également des fois pour illustrer des choses autour de l'outdoor. Donc c'est ce partenariat que j'ai choisi de mettre en avant parce que en plus d'un partenariat d'influence, c'est pas un one shot en fait, c'est vraiment un partenariat sur le long terme qui est un peu différent de ce qu'on peut faire des fois sur d'autres partenariats influenceurs. Je pense que sur ce partenariat, on se fait confiance mutuellement et c'est vraiment une belle réussite qu'avoir travaillé avec eux. Ça s'est pas fait tout de suite du coup, parce que si on revient un peu en amont du projet, ben, c'est des personnes qu'on a rencontrées en 2016. On était OK pour travailler ensemble, mais on n'a pas forcément trouvé tout de suite le sujet sur lequel on allait tomber d'accord. Et c'est petit à petit en 2018-2019 qu'on a commencé à valider ce partenariat qui a commencé en 2019 et qui aujourd'hui va courir encore une année supplémentaire. Et est-ce que vous avez quantifié un peu les retombées de ces opérations avec Elisa et Max en termes de visibilité ou peut-être aussi en termes de passage à l'action, d'achat, de prestations, de séjour dans le thermalisme? C'est ça. Alors déjà, nous, donc ça dépasse le partenariat de Elisa et Max. On a un outil qui s'appelle Stellar, qui nous permet en fait, à chaque fois qu'on fait des accueils influence, de notifier le nom des réseaux des blogueurs, donc Instagram, Facebook, YouTube, etc. Et en plus de mettre tous les hashtags et mentions qui nous concernent. Comme ça, à chaque fois que les blogueurs en question sur la période d'accueil qu'on définit vont publier du contenu qui est lié à notre organisation, Stellar va pouvoir le récupérer. Donc ce qui est intéressant, c'est que même si ça a lieu le week-end en story, etc., et qu'on n'a pas pu le voir, bah, ça permet d'avoir une visibilité sur ça, et nous, dans nos bilans, après, d'avoir tout ce qui a été partagé, autant sur les réseaux sociaux qu'on peut retrouver, mais également en story, pour des contenus qui ont une durée de vie de seulement 24 heures. Ça nous permet, nous, d'avoir un retour et la matière présente dans cet outil. Alors ensuite, cet outil se base sur des statistiques en fonction des taux d'engagement des réseaux sociaux, etc., pour nous donner une visibilité moyenne de l'opération. Ce qui est bien dans ce partenariat, c'est que nous, en fin d'accueil, on a un bilan qui est fait directement avec Elisa et Max, qui nous donne également réellement leurs stats à eux sur leur outil pour permettre de faire nos bilans, qu'on partage tous les bilans de ces accueils sont présents sur notre site pro si vous êtes intéressé par les stats. Après, ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois, on a également le temps passé sur leur site par rapport à l'article. Donc, ça nous permet de voir, en fonction des consultations de l'article, si les taux de rebond et le temps passé est intéressant. Et on a également sur leur site tous les clics sortants vers les sites des prestataires qui sont présents directement dans l'article. Et après, Lisa nous dit assez régulièrement qu'ils ont beaucoup de demandes en story, suite à leur story ou suite à leur post, de personnes qui leur envoient des messages pour leur dire c'est où, comment on peut y aller, je vais y aller cet été, faire la même chose que vous, etc. Et on s'est rendu compte que, en fonction des accueils qu'ils font, ils ont une communauté qui refait à presque, je sais pas, 80% près le parcours que eux font quand ils viennent sur un territoire. Donc, c'est hyper intéressant à ce niveau parce que là, on est sur des influenceurs qui sont peut-être pas des énormes influenceurs comme peuvent l'être certains youtubeurs, etc. Mais eux, ils sont hyper pertinents sur le domaine du voyage. Et il y a vraiment, au-delà de ce qu'ils font en termes de com et qui nous sert après pour valoriser le bien-être thermal, de la consommation directe après leur venue sur un territoire ou dans un établissement. Ben merci pour ces explications. Je vois qu'il y a des questions dans le chat, dans l'onglet questions, on y répondra bien entendu. Du coup, je me tourne vers toi, Nicolas. Puisque vous, effectivement, vous faites aussi des actions avec des influenceurs. Et pour cette table ronde, donc
tu voulais un peu plus nous expliquer comment s'est passé aussi ce partenariat avec une influenceuse belge, il me semble, Oui, Wine Cécile. and Kawaii, Cécile, qui est aussi en fait une cliente, une fidèle cliente chez vous, que vous aviez déjà Une rencontrée. amie même. Une amie, voilà. Qui est devenue une amie maintenant. Non, en fait, c'est une gestion un peu différente, mais après, c'est aussi parce que en soi, même si on est deux à s'occuper des réseaux sociaux à la cave de thym, c'est pas notre vrai job, si je peux dire ça en rigolant. C'est-à-dire que c'est plus un job qui s'est calé en plus du vrai travail que l'on fait à la cave de thym par opportunité et parce que c'est très très lié. Donc nous, en fait, avant de parler influenceur, pour moi, là où c'est important, c'est que l'influenceur ne fera jamais tout le taf pour vous, que vous le rémunériez ou vous soyez en relation poussée avec lui. Il faut déjà avoir du contenu sur vos différents comptes. À partir du moment où vous avez du contenu, il faut aussi passer un peu de temps, ça Maxime l'a très bien expliqué, pour faire une veille. Alors quand on fait une veille, on va pas faire une veille forcément spécifique influenceur. En fait, c'est au fur et à mesure des contacts qu'on a avec les uns et les autres où il y a des affinités qui se créent par rapport à une vision du vignoble, à une vision du vin, à une gestion, des commentaires de dégustation par rapport à un peu tout ça. Et il y a un vrai rapport qui se crée. Et en fait, tout naturellement, à partir du moment où nos comptes ont commencé un peu de prendre de visibilité, alors ça se fait pas tout de suite, hein, quand on ouvre un compte Instagram, qu'on a 10, 15, 50, 100 abonnés, ça va pas se créer tout de suite. Il faut commencer d'avoir un petit peu une certaine visibilité de tous les posts. Mais une fois que cette visibilité est acquise, il y a de plus en plus de gens qui vont commencer de mettre en avant vos produits. Donc nous, en l'occurrence, c'est les vins, ou ça va être Terre de Syrah par rapport à l'œnotourisme, par rapport aux balades dans le vignoble et autres activités qui sont proposées. Et au fur et à mesure des discussions, en fait, ce lien-là va faire que la cave va se positionner en termes de ressources un peu techniques, puisque c'est quand même notre job, donc tout ce qui va être vignoble, vinif, dégustation et tout ça. Et si des influenceurs ont envie de mettre en avant les vins et les produits ou l'esprit famille de la cave de thym, on peut mettre en avant plein de choses, et on est là pour en discuter et on l'appuie pour qu'il puisse relayer. Alors, quand je dis c'est une vraie relation, c'est vraiment comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que c'est comme une discussion où des gens qu'on croise tous les jours, qui ont envie de discuter de notre boulot, de tout ce qui est fait, et ça se met en place petit à petit. C'est-à-dire que je vais être franc, hein, on reçoit, allez, pas toutes les semaines, mais quasiment des messages via Instagram, via des mails, via Facebook, via tout ce que vous voulez, de personnes qui se positionnent en tant qu'influenceurs pour nous demander des échantillons, pour déguster, pour faire un post. Donc ça, nous, on a une vision qui va un peu en totale opposition avec ce qui peut être écrit dans les différents guides sur les réseaux sociaux, enfin du moins que moi j'ai pu lire. C'est-à-dire que tous ces posts-là, nous, on refuse. Pour nous, par rapport à la mise en avant des vignerons et des vins, on veut qu'il y ait ce rapport humain, ce rapport famille, ce rapport vraiment imaginaire lié au vin, enfin une vraie relation. Et tous ces mails-là, en fait, on répond toujours par la négative. C'est-à-dire qu'on n'enverra jamais une bouteille, un échantillon. On ne proposera jamais une visite à quelqu'un qui, par un simple message et qui n'a jamais parlé de la cave, qui s'est pas un minimum intéressé au métier que l'on fait, parce que le métier de vigneron, il y a plein de facettes. Donc tout ça, on donne pas suite. Donc c'est une position qui est un peu particulière, qui fait pas aller très très vite en termes d'augmentation d'audience, par exemple. Mais c'est un choix qu'on a fait parce qu'on veut rester réellement authentique par rapport à ce qui se passe et au vignoble, par rapport à l'esprit des vignerons qui a toujours existé depuis la création de la cave. Donc ça, c'est une position qui est un peu particulière, mais qui arrive à des très belles choses. Tu as mis en avant l'aspect, avec la relation que l'on a avec Cécile. Donc Cécile est venue tout naturellement à la cave, totalement, j'allais dire par hasard. Donc, je suppose qu'elle avait peut-être vu 2-3 posts et que ça l'intéressait de voir un peu ce qui s'y passait.
On a commencé de discuter au fur et à mesure et ben là, en ce début d'année, on a mis en place un live, même 2 lives avec Cécile, donc de mémoire, un en février et un en mars. Donc le premier qui s'est passé, donc les 2 lives se sont passés avec des vignerons, donc c'était pas moi, c'est les vignerons qui présentent leur cave, puisque la cave de Thun, c'est la cave de 250 vignerons. Donc le premier qui était axé sur tout ce qui était fonctionnement global de la cave, qu'est-ce qu'une cave coopérative, les surfaces de vignobles, les appellations, enfin vraiment une présentation générale. Et un deuxième live qui est arrivé dans la foulée où on s'est focalisé sur la viticulture biologique et tout ce qui était technique au niveau vignoble. Donc ça s'est fait naturellement. On l'a fait parce que au fur et à mesure des discussions, Cécile était intéressée, qu'il lui semblait que sa communauté allait être intéressée. Et donc c'est plein de petites choses comme ça, à travers des posts, à travers des choses comme ça, qui se sont mis en place au fur et à mesure au cours des 3-4 dernières années. Donc l'important, c'est vraiment que l'influenceur, même si c'est un grand mot, et nous, on n'aime pas trop les appeler comme ça, parce que influenceur, on a toujours tout de suite l'impression de placer un produit. On n'est pas du tout dans cet esprit-là. C'est-à-dire que l'influenceur, il apporte quelque chose à la cave par rapport à sa communauté, par rapport à sa vision, mais en retour, il faut qu'il y ait quelque chose aussi. On lui apporte la technicité, on lui apporte les vins, on lui apporte des choses qui, c'est un échange en fait. Hein. On le voit vraiment comme ça, et pour le moment, c'est une vision sur laquelle on reste parce que c'est une notion de valeur derrière qui est extrêmement importante pour nous. Alors quand je dis valeur, hein, c'est pas valeur pécuniaire, hein, c'est valeur humaine. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important et ça correspond complètement au métier de vigneron, où on est toujours dans cet échange et cette convivialité. Donc par rapport à tout ça, il y a plein de choses. Bon là, on a mis en avant ce live-là. On devait organiser parce que au final, sur la dizaine, la quinzaine d'influenceurs avec lesquels on est assez souvent en relation, bah, il y en a peut-être 80% que moi je ne connais même pas physiquement. Donc on voulait organiser un week-end tous ensemble. Malheureusement, ça a été repoussé au niveau du confinement. Et là, avant tout, cette opération, c'était avant tout pour vraiment apprendre à se connaître physiquement, vraiment faire connaissance, qui voit la cave et tout ça, plutôt que de compter sur les posts et leurs 110, 100, 120, 130 000 abonnés cumulés, quoi. L'idée, c'est vraiment de faire partager quelque chose. Et après, nous, on croit en nos pratiques, en nos vins, forcément. J'espère que tous ceux qui travaillent dans une entreprise ont cette valeur-là. Mais l'idée, c'est vraiment pas d'être dans le placement de produits, mais d'avoir vraiment cette relation. Et s'ils ont envie de poster, alors on est là pour les accompagner. On fait tout ce qu'il faut pour que ça corresponde à la réalité. On va réexpliquer les dégustations de vin, on va réexpliquer les pratiques au niveau du vignoble. Mais l'idée, c'est que ça soit vraiment quelque chose qui vienne d'eux-mêmes. Parce que si on pourrait, par exemple, aller vers un influenceur rémunéré pour un post, ça se fait très régulièrement, hein, comme on peut gagner des followers. Pour 8 euros, vous avez 1000, 2000 abonnés. C'est pas ça qu'on cherche, en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir ce relationnel. Si vous payez quelqu'un, il va mettre un post et après, il va plus parler de vous, sa communauté non plus. Donc, pour nous, sans parler de rentabilité, mais c'est beaucoup plus une fierté de travailler avec des gens, d'avoir mis en place cette relation humaine avec eux et qui postent d'eux-mêmes. Alors, s'ils ont besoin d'une bouteille de vin, il n'y a pas de souci, on peut leur faire parvenir, mais qui postent d'eux-mêmes parce qu'ils le feront beaucoup plus régulièrement et la communauté entendra forcément de fait parler beaucoup plus régulièrement de la cave de Thun et de ses vignerons aussi. Oui, et du coup, cette notion de proximité et puis comme tu disais, Nicolas, de transmettre aussi un savoir, vous l'avez fait aussi, donc tu me racontais quand on préparait cette table ronde d'un rendez-vous, d'un événement que où vous avez convié comme ça assez spontanément aussi les influenceurs avec qui vous aviez des liens assez proches. C'est ça. En fait, c'est l'image du milieu. Donc c'était à l'origine, c'était une dégustation prévue pour des journalistes. Donc axée sur l'appellation Hermitage, qui est l'appellation reine de notre secteur.
Et en fait, on a invité, parce qu'il y a pas mal d'influenceurs, blogueurs, instagrammeurs sur Paris. Donc c'était un repas, une dégustation qui se passait sur Paris. On les a invités. Et là aussi, l'objectif, c'était pas forcément d'avoir story sur story au cours de la soirée ou une dizaine de posts la semaine qui suivait. C'était vraiment, voilà, qu'ils viennent voir, on déguste ensemble, entre nous, entre amis, et après, ils postent, tant mieux pour la cave, mais c'est aussi parce qu'ils en ont envie et que c'est d'une certaine manière valorisant pour eux. Donc c'est toujours dans cet échange-là. Ça, c'est extrêmement important. Et si on va encore plus loin, et ça, on en a parlé tout à l'heure au début, si tu prends le post, puisque c'est un post Instagram, donc la série de photos qui est sur la gauche, sur la diapositive, quand tout à l'heure, je vous ai dit que c'était important, quelle que soit la taille du compte, c'est-à-dire que là, sur ce post-là, on remercie assez régulièrement des posts, que ça soit d'influenceurs, mais de clients qui mettent en avant nos cuvées dans différents endroits. Hein. Moi, j'ai toujours trouvé sympa cette photo là avec la Tour Eiffel qui a quasiment la même forme que la bouteille. Donc pour nous, c'est extrêmement important et c'est la base des réseaux sociaux, puisque normalement, il est censé avoir un minimum d'échanges. Cet échange avec les personnes qu'elles aient des comptes importants ou pas, qu'elles soient simples clients ou influenceurs. C'est quelque chose qui est de base depuis le début, que du moins on a repris nous nos comptes en main. Donc après, ça demande du temps. Hein. C'est pas la façon la plus rapide pour atteindre je sais pas, des niveaux de compte qui sont encore plus importants, du 10, 15, 20, 50 000, soyons fous. Après, il faut savoir aussi une chose, c'est que l'augmentation au niveau des abonnés sur des entreprises qui sont liées au monde du vin, donc ça c'est une spécificité. Nous, on a toujours la loi E20 qui se cache derrière. On peut pas dire ouvertement le vin c'est bon pour la santé, comme ça a été fait il y a une cinquantaine d'années. Donc on doit toujours peser nos mots, et c'est pour ça que historiquement et par les convictions et l'origine de la cave de thym, on axe vraiment beaucoup sur le vignoble et les vignerons. Oui, l'humain aussi, vraiment aussi, via vos posts, mettre en avant l'humain. Et c'est aussi pour ça que par rapport à toute la partie œnotourisme qui se développe depuis maintenant 2-3 ans, les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a beaucoup de belles photos à faire, et c'est aussi pour ça que les influenceurs sont aussi intéressés, pour ne pas parler que du vin, mais de tout ce qu'il y a derrière. Très bien. Et je vous propose de passer à un jeu, le Fast and Curious. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est vous choisissez entre deux mots donc c'est un Fast and Curious spécial influenceur. Est-ce que vous êtes prêts, Nicolas et Maxime? Allez, c'est parti. Donc, j'espère que les participants... Comment ça se passe? On répond en même temps? Chacun après l'autre. On en fait chacun. Voilà, n'hésitez pas aussi dans le chat, vous pouvez répondre à ce Fast and Curious. Donc la première question, est-ce que vous êtes plutôt influenceurs ou locaux? Alors dans le cadre de la cave de thym, ça serait peut-être client. Ouais, c'est compliqué parce qu'après on va fâcher les influenceurs avec lesquels on est en contact si on répond locaux. Donc voilà, non, ça sera plutôt locaux tout simplement parce que l'objectif c'est de se faire plaisir, c'est d'être en contact, c'est d'échanger. Donc si moi je réponds pas ça en étant dans le milieu du vin, il y a un problème. Et Maxime? Du coup je vais dire influenceur pour changer. Même si on a un projet touristique régional où on va faire justement appel à des influenceurs locaux. Ok. Donc, dans le chat, ça marche, parfait. Dans le chat, il n'y a pas de réponse, mais n'hésitez pas, vous participez aussi à cette table ronde. Deuxième question, est-ce que plutôt presse ou influence? Influenceur ou journaliste? Alors, si je réponds en premier, parce que c'est encore un peu particulier, tu m'excuseras. Vas-y. Si je parle que de moi, ça sera forcément influence. Après, ça représente pas forcément la réalité au niveau de la cave de thym, puisque il y a un service marketing, il y a un représentant de marque, un manager, comme on appelle ça. Donc en fait, les deux sont aussi importants. Enfin, j'espère, du moins j'essaye de donner de l'influence, que l'influence ait un poids important par rapport à la presse. En fait, c'est deux choses complémentaires.
À la cave de thym, ça peut pas se dissocier maintenant, et d'autant plus depuis le premier confinement. Bah, moi, je veux dire influence, même si on fait aussi beaucoup de presse, mais c'est pas moi qui m'en occupe, alors Voilà, je vais dire t'as le même influence. problème que moi. Voilà. Parfait. Allez, on continue. Like ou vue? Qu'est-ce qui est le plus important? Le taux d'engagement ou le taux d'impression sur les Bah, du réseaux coup, sociaux? je vais y aller sur celui-là. Moi, je vais dire vues parce que même si l'engagement est très important, etc., les vues, nous permettent de comparer toutes nos opérations, que ce soit sur les réseaux sociaux ou de la programmatique ou des choses liées à l'influence, etc. Ça nous permet au mois et à l'année vraiment de comparer toutes nos actions alors que les likes sont uniquement liés aux réseaux sociaux. Et ben, même si moi je suis spécifiquement réseaux sociaux, je vais répondre comme toi. Je vais répondre vue. Les likes sont importants, ça permet de voir un peu ce qui fonctionne et ce qui intéresse le grand public. Après, les vues donnent une vision encore plus globale que les likes. Ça amène pour moi un peu plus d'infos et de se focaliser sur des sujets qui sont vraiment intéressants et qui sont vraiment demandés. Et Gwenaël dans le chat nous dit vu. Merci Gwenaël de participer. J'ai cru que tous les participants dormaient, mais donc n'hésitez pas à y répondre à ce petit Fast and Curious dans le chat et on prendra aussi tout de suite après vos questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet questions. Macro ou micro influenceurs? Est-ce que vous êtes plutôt gros influenceurs ou les nano influenceurs? Ben, je vais y aller. Nous, on fait un peu de tout, mais on a fait quand même pas mal de choses macro et ça nous permet de faire des grosses opérations. Donc, je vais dire macro. Alors, on a fait des macros aussi. Je serais plutôt micro parce que en général, les échanges sont un peu plus réguliers, puisque de fait, si c'est macro, c'est un gros compte, les gens ont un peu moins de temps pour discuter avec moi. Et comme je suis très bavard, et ben, je préfère les micros. Voilà. Puis nous, il y a certains trucs macro, effectivement, où on peut faire des choses un peu plus dans le temps, mais c'est vrai que même au niveau des budgets, on commence à être sur des budgets qui sont importants sur ce domaine. Et ma dernière question de ce Fast and Curious, est-ce que vous êtes plutôt live ou post? Alors, vas-y. Les deux sont intéressants. Le live par rapport au vin, puisqu'on est sur un peu de la dégustation en particulier, c'est plus compliqué. Donc le post pour nous est un peu plus important, même si le live devrait prendre beaucoup plus de place. Mais après c'est une question, on en revient toujours au point de départ sur comment nous on gère la communication digitale à la cave de thym. Comme c'est pas le vrai travail entre guillemets, le post est plus simple. Moi, je crois beaucoup dans le live, mais si on reste sur le thème des influenceurs, on a déjà fait des choses en live et c'est très compliqué à aborder, à gérer. On a beaucoup moins de la main sur ce qui va se passer dans un live sur certaines choses. Donc, je serais plutôt tenté de dire post, même si je crois beaucoup au live. Très bien, Puis merci. Après, on a des problèmes de réseau, hein, donc voilà. Nous, il y a l'Ardèche qui est toujours compliqué. Mais donc, nous aussi, il y a eu des problèmes sur des lives. On a eu des petits problèmes notamment des activités outdoor qu'on a voulu faire en live. Et autant on a fait du parapente, ça s'est très bien passé, mais on a fait de la Via Ferrata où la connexion était très mauvaise. Et du coup, ça n'a pas été une réussite sur cette partie. C'est les aléas techniques. Du coup, je vais prendre quelques questions des participants. Donc, j'ouvre l'onglet questions. Une question très intéressante. Quelle est la différence entre macro et micro-influenceur? À quel moment, en fait, on peut parler de macro-influenceur ou de micro-influenceur? Je pense que chaque domaine a un peu ses spécificités, pardon. Je vais certainement pas du tout être dans les chiffres qui sont donnés habituellement, que ce soit dans les bouquins ou sur le net qu'on peut trouver. Nous, à la cave, allez, à partir de 15 000 abonnés, on considère que c'est un macro-influenceur par rapport au nombre d'influenceurs qui peuvent exister. Dans le domaine du vin, les gros comptes à 50 000, même allez, 100 000 abonnés, c'est extrêmement rare. Et c'est des gens qui ont
touchera pas forcément parce que et qui, du moins, qui pour nous, pour le moment, ne seront pas intéressants puisqu'ils seront pas forcément intéressés pour venir et vraiment échanger avec nous. Donc nous, le gap, la balance se fait aller entre 10 et 15 000 abonnés. Et au-dessus, on passe en définition macro. Alors après, ce qui change rien puisqu'on va avoir les mêmes rapports avec les uns et les autres. Mais la différence pour nous, elle est là. Et nous aussi, ça va dépendre en fait des thématiques. Si on est dans le domaine du voyage, typiquement, si on prend l'exemple des best jobbers où ils sont très implantés dans le domaine du blog de voyage et eux, c'est autour de 150 000 personnes qui les suivent. Donc, on est sur le macro du voyage. Mais si on part sur des thématiques comme Génération Montagne et des grosses opérations, on travaille avec des youtubeurs qui ont des millions de suiveurs. Donc, qui au final, les best jobbers seraient micro dans ce domaine-là. Donc ça dépend, comme l'a dit Nicolas, de la thématique et du domaine. Et dans le domaine du voyage, les gros blogs, les gros Instagrammeurs, c'est 150, 200 000 personnes. Et après, micro, on va être plus, nous, sur tout ce qui est en dessous de 15-20 000. Est-ce qu'on peut donner, parce qu'il y a pas mal de questions autour du coût, du prix lié effectivement à faire appel à des influenceurs. Est-ce que vous avez des fourchettes à donner en termes de tarifs? Par exemple, est-ce qu'un nano-influenceur, combien à peu près ça relève en fait en termes de budget et peut-être un peu des influenceurs un peu plus gros? Pour ma part, en fait, typiquement, c'est le sujet où on a tout le temps la question quand on aborde le thème de l'influence, parce que c'est un domaine qui est en fait pas bordé par aucune règle, par aucune expertise dans ce domaine. Donc, c'est aussi la question qu'on s'est posée, nous, quand on a commencé à faire de l'influence. Et du coup, en fait, les prix sont vraiment, nous, au cas par cas, dans le sens où ça nous arrive de faire des accueils en fonction de l'appétence de l'influenceur pour le sujet, où il n'y a que des gratuités, il n'y a aucune rémunération sur une journée passée sur le territoire. Après, typiquement dans les best jobbers, oui, c'était un partenariat rémunéré parce que derrière, ils viennent 4 à 5 jours sur place. Il y a de la production de photos, de temps en temps, il y a de la production de vidéos, il y a de la mise en avant, outre de nos réseaux, des réseaux des comptes de nos partenaires, exactement. Et typiquement, les best jobbers sur un accueil en one shot, on n'aurait pas payé le même prix que les prendre sur toute une année, en fait, sur 4 accueils où on a pu négocier les prix, parce que sur les best jobbers qui fonctionnent également maintenant comme des professionnels, en fait. Donc il y a une part de négociation également quand on parle de devis, etc. Mais pour donner un ordre d'idée, les best jobbers, nous, sur une année entière de partenariat, en s'engageant sur 4 accueils, on est autour de 1 500 à 2 000 euros l'accueil sans les photos, par exemple. Okay. Parce que c'est négocié sur un an, etc. Et ça date de 2019. Je ne sais pas quels sont leurs prix aujourd'hui. On est en cours de renégociation également. Mais après, ça dépend vraiment. On a fait leur demande. Oui, voilà. En fait, et c'est pas parce que le blogueur est gros, entre guillemets, qu'on va le payer plus cher. Tout dépend de combien de jours il vient, de qu'est-ce qu'il fait, de qu'est-ce qu'il négocie avec lui, quelle est l'appétence. Peut-être que le même blogueur, il négociera avec Nicolas un prix moins important que le mien parce que ça lui plaît davantage aussi de parler de la cave de temps. En fait, je pense que ça dépend de plein de choses. Et c'est à nous d'arriver à voir si ce qu'on va donner autant en termes de gratuité que de devis, si on signe un devis, si on retrouve le bon retour sur investissement sur ce qui va être produit, autant en termes de visuel que de visibilité, etc. C'est mon avis. Et moi, la vie va être rapide puisque, comme je te l'ai dit, on rémunère pas en fait les postes. Donc après, il y a quelques événements qui sont faits en collaboration avec des influenceurs. Donc ça, on participe forcément au fonctionnement. Après, grosso modo, de ce que j'ai entendu qui circulait, ça va énormément dépendre de la personne. C'est-à-dire que c'est pas forcément un gros compte, comme l'a dit Maxime, qui va demander le plus cher. C'est en fonction de la personne. Après, il faut bien faire attention à partir du moment où on part sur la rémunération. Quand on veut mettre un peu en avant ses produits, après on est quasiment obligé de rester dans ce schéma-là, quoi.
Alors, les influenceurs, c'est leur activité, il faut bien aussi qu'ils vivent, ça, il n'y a pas de souci, mais il y a plein d'autres façons. Et avant d'envisager de payer, le plus important, c'est surtout de bien faire sa veille pour savoir euh, est-ce que l'influenceur correspond à ce que je veux mettre en avant, quelles sont ses valeurs, comment il représente, comment sa communauté réagit. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte avant, ne serait-ce que de se demander combien il va me prendre pour un post ou pour une story, quoi. Bien sûr, ouais. Une question de Colline. Est-ce que vous avez des conseils pour former les équipes à l'accueil d'influenceurs? Donc, Colline disait parfois le comportement de certains influenceurs n'est pas le même que des visiteurs lambda et ça peut parfois étonner. Est-ce que Maxime, quand vous accueillez des gros influenceurs, est-ce que vous avez été amené, pareil, à être parfois un peu étonné des comportements et à un peu former, entre guillemets, les prestataires, les partenaires qui allaient les accueillir? Alors sur des gros, souvent, oui, c'est effectivement, ils ont un peu ils fonctionnent pas comme un visiteur lambda, c'est sûr. Donc sur des gros accueils, souvent, nous, on est présent en fait. On se déplace sur des gros accueils, etc. Après, typiquement, les belge jobbers, nous, quand ils viennent sur 3-4 jours, on les rencontre sur un déjeuner pour parler avec eux de tout ce qu'on a prévu, etc. Mais après, et c'est même ça qui en fait le côté enrichissant de leur contenu, ils sont en autonomie sur le reste du séjour, où ils ont des rendez-vous avec des prestataires qui sont prévus à l'avance, etc. Les prestataires, ils sont appelés par téléphone. Et si on est dans le domaine de l'outdoor, bah, c'est la personne chez nous, de la thématique outdoor, qui réalise l'accueil et qui échange avec les prestataires pour leur expliquer quels sont les blogueurs qui viennent, quelles sont leurs appétences, etc. Mais après, le but, c'est qu'on en revient à l'humain, autant que le blogueur, de son côté, il soit comme lui, il est dans la vie, et que le prestataire qui l'accueille le considère comme un visiteur lambda, quelque part, même s'il va lui expliquer un peu plus de choses, etc., pour que le blogueur ait de la matière, l'influenceur ait de la matière pour après faire ses stories, proposer du contenu à sa communauté. Mais le but, c'est qu'il vive l'expérience que peut vivre un visiteur pour que ce soit aussi authentique et que ce soit relayé de cette façon pour qu'il n'y ait pas de décalage entre ce que l'influenceur peut relayer à sa communauté et ce que peut vivre un visiteur après sur le terrain. Alors après, c'est vrai que sur les gros accueils, on est sur des productions vidéo, des choses qui sont écrites à l'avance, nous, quand on est sur des youtubeurs, etc. Donc là, c'est différent, il y a un scénario, on n'est pas sur le même type de visibilité. Et là, souvent, on est présent, etc. Et du coup, c'est pas du tout la même chose. Ouais, je suis d'accord. La question, pour moi, elle est marrante. C'est-à-dire que, bon, forcément, on va mettre, alors, comme Maxime, nous, en général, que ce soit Benoît ou moi qui m'accompagne, on va être là pour les recevoir. Mais la question est marrante dans le sens où l'influenceur, c'est une personne comme nous tous, quoi. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir un comportement ou une attitude différente. Juste mettre les au courant, par exemple, s'ils viennent à la boutique ou si, dans le cadre de Terre de Sierra, c'est une visite, mettre au courant que c'est un influenceur, un blogueur qui est invité ou qui veut nous rendre visite et tout ça. Ça, c'est la moindre des choses. Mais après, tout se déroule comme pour nous tous. Si vous veniez, quoi, hein. Il faut faire ressortir ce côté, comme l'a très bien dit Maxime aussi, ce côté authentique. Ouais, et puis si je peux compléter, peut-être le petit conseil, c'est que quand c'est un influenceur, si on est sur une visite, souvent elle va durer un peu plus de temps en termes de timing, parce qu'il va s'arrêter davantage pour faire des photos, pour faire de la captation, etc., ou poser des questions qu'il a besoin pour avoir de l'information. Et c'est souvent en termes de timing où on n'est pas sur les mêmes timings que pourrait faire un visiteur lambda. Mais sinon, le reste, effectivement, le but, c'est d'être le plus humain possible, comme si c'était un visiteur. C'est pas des extraterrestres, quoi, hein. Ils sont comme nous. Non. Pas de souci, pas d'inquiétude. Non, puis comme on le disait, si en amont, ce travail de veille et de voir ce que l'influenceur a l'habitude de faire, de publier, etc., souvent, si ce travail est bien fait, on tombe quand même sur les bonnes personnes qu'on a choisies, si ce travail est bien fait. Donc, il n'y a pas de mauvaise surprise. Si ce travail en amont est bien fait, effectivement, si, comme tu le disais, à chaque fois qu'on a une demande via un DM Instagram, etc., on répond oui sans trop regarder, on peut avoir des mauvaises surprises, certainement.
Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur une question. Comment vous faites pour faire de la veille sur les influenceurs qui sont intéressants pour votre secteur, que ce soit le côté plutôt œnologie ou vraiment le secteur du voyage, France c'est quoi vos conseils pour rester en veille et vos sites, comment vous faites? Alors, le plus simple, alors nous, on n'a pas d'outils, hein, tous les outils. Alors, j'ai noté, hein, tu vois, tout à l'heure, Stellar et tout ça. Voilà, nous on fonctionne un peu MacGyver, quoi. Hein, on se débrouille comme on peut et c'est beaucoup, beaucoup de temps, mais c'est du temps qui vaut le coup parce que les échanges sont très, très intéressants. Donc, le plus simple, bah, c'est quand les personnes relaient directement les posts de la Cap de Thym ou avec des hashtags, des choses comme ça. Donc, ça, c'est tout de suite identifié. Et après, bah, ça va être encore plus de temps pour se balader sur les hashtags qui sont les plus utilisés. Donc là, je parle en particulier d'Instagram. Donc, bah, ça va être vin, wine, enfin, tous les hashtags. Ça, après, ça sera aux uns et aux autres de faire une échelle un peu des hashtags les plus intéressants pour tout le monde. Et puis, c'est purement de la veille. Hein, c'est du temps passé à faire défiler, à regarder les posts, les réels, les lives, et puis après, après c'est essayer d'engager. Alors que ça arrive pas comme un cheveu sur la soupe, mais d'essayer d'engager la conversation en fonction de sujets communs, que ce soit par exemple pour la cave, de la viticulture bio, Syrah, l'Ermitage, fallait tous les noms des appellations, Cornas, intérêt. Après, c'est un petit peu, j'allais dire, en exagérant, au petit bonheur la chance, quoi. Hein, c'est de la veille. Mm. Et nous, bah, c'est un peu différent dans le sens où dans le tourisme, on a la chance quand même on est 8 côté digital sur diverses thématiques, mais on a des personnes qui s'occupent de Facebook, d'autres d'Instagram, etc. Donc, ils ont déjà une veille régulière en fait, et en échangeant tous ensemble. Typiquement, là, on voulait faire des choses sur TikTok, on voulait repérer, alors que c'est un domaine qu'on connaît peu pour l'instant. On a pu faire des bascules avec ce qui est fait sur les réels, notamment sur Instagram, parce que ça a été en veille par notre community manager qui gère Instagram. Mais après, comme le disait Nicolas, voilà, c'est des fois un peu de temps à passer à regarder ce qui se fait sans pour autant peut-être trouver dans la demi-journée ou l'heure où on va regarder défiler des choses, en fait. Hein. Donc c'est des fois arriver à s'accorder un peu de temps. Des fois, c'est un peu du temps pro, c'est un peu du temps perso. Il faut aussi un peu être passionné aussi par le domaine. Hein, moi, des fois, je regarde des TikTok qui m'intéressent pas, mais des fois, je tombe sur des choses voyage qui sont bookmarketées et qui vont pouvoir nous servir quand on va vouloir investir ce média. Donc, il n'y a pas vraiment de règles. Après, typiquement, il y a le salon des blogueurs, là où on est allé plusieurs fois, où ça nous a permis de humainement rencontrer quand même beaucoup, beaucoup de blogueurs sur 2 jours. Donc, sans pour autant travailler avec eux, ça permet de voir comment la majorité fonctionne et que des fois, on les rencontre à notre table et nous, on se dit qu'on va être un peu mal à l'aise parce qu'on ne sait pas voilà, s'il faut le rémunérer, etc. Mais lui, en face, il n'est pas plus à l'aise que nous de demander je viendrai bien sur votre territoire, mais je ne sais pas s'ils vont accepter, machin, etc. Donc, en fait, comme le disait Nicolas tout à l'heure, en fait, c'est une relation qui se crée. Et en fait, autant d'un côté que de l'autre, voilà, c'est un feeling qui doit passer. Et c'est vrai que euh, au-delà de les contacter des fois sur leur réseau, c'est bien de pouvoir les avoir aussi au téléphone, etc. pour échanger avec eux. Mais on en revient au même où il y a un peu de temps à passer avant de trouver la personne qui peut convenir à nos besoins. On peut pas se dire, ce matin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver 5 Ouais, influenceurs. c'est En fait, sûr. c'est pas comme ça que ça marche. C'est au fur et à mesure de la veille, que ça soit au jour le jour, si vous avez du temps, et peut-être plus, ça prendra plus de temps, mais vraiment, c'est en faisant défiler un peu à droite à gauche, d'aller se balader, et pas forcément même sur des thèmes qui sont directement en lien avec votre entreprise ou votre domaine. Et puis des fois, vous tombez sur des très bonnes surprises. Donc de la veille, un peu de méthode de travail et puis vraiment humaniser cette relation, puisque vous l'avez dit à plusieurs reprises, les influenceurs restent des humains. Et ben je vous remercie, hein, il est déjà 15h03, c'est déjà la fin de ce live. Hop. Un grand merci à tous. Alors, je vous rappelle que vous pouvez, n'hésitez pas, voilà, à revoir ces replays pour en apprendre toujours plus davantage. Documentez-vous. Et puis, vous pouvez aussi toujours suivre les formations de Trajectoire Tourisme qui sont spécialement
faite pour les communicants dans le tourisme et on a notamment une formation sur comment développer sa communauté de microblogueurs et influenceurs parmi tant d'autres. Donc, vous avez vraiment tout le catalogue sur notre site Trajectoire Tourisme. Un grand merci à tous. On espère en tout cas que ce nouveau format d'atelier sous forme de table ronde vous a plu. En tout cas, vous avez été plus de 700 à vous inscrire sur les 3 ateliers de cette série communiqués sur le web en 2021. Donc, tous les replays sont à retrouver sur le site de Trajectoire Tourisme. Et n'hésitez pas, si ça vous a plu, de nous laisser un petit avis sur Facebook ou nous envoyer un petit message. Voilà, ça nous permettra aussi de proposer de nouvelles tables rondes. Merci en tout cas Nicolas et Maxime pour avoir répondu à l'invitation aujourd'hui. Merci à toi, c'était un plaisir. Et je lis un petit peu les messages. Merci à vous, merci, bonne journée, merci beaucoup pour vos témoignages. Eh bien, super. Eh bien, à très vite, bonne fin de journée sous le soleil. Au revoir. Au revoir.